Quand mon fils a passé ses premiers jours en unité de soins intensifs néonatales, U1, j'ai envoyé une seule supplique, sur la discussion de groupe familial. S'il vous plaît, venez me voir. Ma mère a répondu, nous sommes occupés, ce n'est pas un bon moment. Quelques heures plus tard, elle publiait des photos d'un dîner entre amis. Un mois plus tard, alors que je dormais toujours sur une chaise en plastique à côté de mon bébé, mon téléphone a vibré, affichant 91 appels manqués de ma sœur. C'est urgent. Rappel, disait-elle, sans se douter une seule seconde, que je ne voulais plus être forte. Pas après que les contractions m'aient frappé, tôt et violemment, au beau milieu d'un mardi ordinaire. Pas quand on m'a transporté d'urgence dans un bloc opératoire, sous des lumières aveuglantes, entouré de visages masqués. Pas quand je me suis réveillé, des heures plus tard, pour m'entendre dire que mon fils était dans un état critique. Je ne voulais plus être la femme qui gérait toujours tout, qui souriait à travers le chaos, et qui trouvait des solutions, pendant que tout le monde s'appuyait sur elle. Je voulais juste, moi aussi, avoir quelqu'un sur qui m'appuyer. L'USIN n'est pas un endroit que l'on imagine, quand on pense à la naissance. Ce ne sont que des machines, des alarmes discrètes, et beaucoup trop de fils. Pas de ballon, pas de fête, pas de photos envoyées dans les groupes de discussion. Juste le silence, la tension, et cette peur constante, que la prochaine heure n'apporte une nouvelle pire que la précédente. Mon fils pesait à peine 1,8 kg. Une toute petite chose, absolument parfaite, enfermée dans une boîte en verre. Au début, je n'avais même pas le droit de le tenir. Je restais simplement assise là, la main glissée dans une petite ouverture, à lui toucher le pied, tout en faisant semblant de ne pas m'effondrer. Cette première nuit, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas dormi. J'ai regardé sa poitrine se soulever puis redescendre, et j'ai écouté le doux rythme des bips du moniteur, terrifié à l'idée qu'il puisse s'arrêter. Vers l'aube, j'ai pris mon téléphone, et j'ai ouvert notre discussion de famille. Ce même groupe, où ma mère envoyait des mèmes, et où ma sœur racontait sa vie amoureuse. Je n'ai pas essayé de paraître forte. J'ai écrit exactement ce que je ressentais. S'il vous plaît, venez. J'ai besoin de vous. Venez juste me voir. C'était tout. Pas d'émoji, pas d'explication. Je pensais que ce serait suffisant. Ma mère a lu le message, presque instantanément. J'ai vu la petite coche de lecture, puis, plus rien. Je me suis dit qu'elle appelait probablement mon père, pour trouver un moyen de venir. Peut-être même qu'elle était déjà en route. 1 heure plus tard, sa réponse est tombée, nous sommes occupés. Ce n'est pas un bon moment. J'ai fixé l'écran. J'ai relu le message, 3 fois. Puis, 2 heures après cela, elle a publié une photo. Elle et mon père, dans un restaurant à l'air branché, des verres de vin bien remplis, souriant comme si rien n'existait en dehors de ce cadre. La légende disait quelque chose au sujet d'une soirée en amoureux bien méritée. Il n'y avait rien sur mon fils, rien sur moi. Je n'ai pas répondu. Personne d'autre ne l'a fait non plus. Ma sœur, amie, n'a même pas réagi à mon message. Pas de pouce en l'air, pas de visage triste, rien du tout. Elle avait toujours une excuse, son travail, son petit ami, son anxiété. Et moi, je lui laissais toujours de l'espace. Je pensais que, peut-être, cette fois-ci serait différente. Qu'elle me surprendrait, peut-être. Mais le silence n'a fait que devenir plus assourdissant. Chris a essayé, à sa manière. Il apportait des encas, me massait les épaules, et demandait comment j'allais. Mais je voyais bien qu'il ne savait pas du tout, comment supporter tout ça. Il restait un moment, puis il partait, chaque nuit. Et moi, je restais. Mes grands-parents sont venus. Pas parce que je l'avais demandé, ils sont juste apparus. Ils n'ont pas essayé de me remonter le moral, ou de dire des choses comme « tout va bien se passer ». Ils ont apporté des thermos de soupe, se sont assis à côté de moi, et ont occupé cet espace, d'une manière que personne d'autre n'avait su faire. Quand je m'endormais sur la chaise, ma grand-mère me couvrait avec une couverture, prise dans sa voiture. Quand je ne pouvais pas parler, il restait simplement silencieux avec moi. Ils n'avaient pas besoin d'instructions. Ils aimaient, tout simplement. Les jours se sont transformés en semaines. J'ai cessé d'attendre quoi que ce soit de ma famille. La seule chose que je continuais de faire, c'était d'être là pour mon fils. Je lui lisais des histoires à travers le plastique,
je chantais doucement, même si je n'étais pas sûr qu'ils puissent m'entendre. Les infirmières ont commencé à m'appeler la femme forte. J'avais envie de leur dire à quel point elles se trompaient. Et puis, au 32e jour, à 3h11 du matin, mon téléphone a vibré si fort, qu'il est tombé du plateau en plastique, posé à côté de moi. L'écran était illuminé de notifications. Des appels manqués, empilés les uns sur les autres, tous de la part d'amis. 91 au total. Et un seul message, c'est urgent, rappel. Je n'ai pas hésité, j'ai appuyé sur appeler. Je n'avais aucune idée que ce qui allait suivre changerait absolument tout. Pas seulement avec elle, mais avec tout le monde. Amy a répondu immédiatement. Pas de bonjour, pas même une respiration. Elle a enchaîné directement, comme si elle attendait mon appel, depuis des heures. Elle m'a dit que maman s'était effondrée à la maison. Une crise convulsive, peut-être un AVC. Personne n'en était encore sûr, et l'ambulance venait juste de partir. Papa s'effondrait complètement. Elle pleurait, paniquait, et me demandait à quelle vitesse je pouvais arriver sur place. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment gérer ça toute seule, et que je devais être là. Je n'ai pas parlé tout de suite. Mon fils s'était enfin endormi sur ma poitrine, pour la toute première fois. Pas de tube, pas de machine. Juste son petit corps chaud, qui inspirait et expirait. J'ai baissé les yeux vers lui. Sa peau, douce et rose, reposait contre la blouse d'hôpital, qu'on m'avait donnée pour le pot à accent grave peau. Je voulais être présente, pleinement dans cet instant. Et non au téléphone, à être ramené de force, vers un endroit d'où j'avais à peine survécu à m'échapper. J'ai dit à Amy que je ne pouvais pas quitter l'hôpital. Elle s'est tue, puis m'a demandé si je pouvais venir plus tard, peut-être demain. Je lui ai répondu à nouveau, non, je ne peux pas. Il y a eu un blanc. J'ai attendu qu'elle reconnaisse ce que je venais de traverser. Juste un mot, n'importe quoi, qui ressemble à de la compréhension. Au lieu de cela, elle a lancé, « Alors, tu ne vas pas nous aider ? Maman est peut-être en train de mourir. » Cette phrase a résonné différemment en moi. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas justifié. J'ai simplement dit, « J'espère qu'elle ira bien. » Et j'ai raccroché. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis même pas senti coupable. Il y avait, dans ma poitrine, une sorte de silence. Quelque chose qui ressemblait presque à de la paix. Je n'étais pas en colère. J'avais juste fini de lutter. Au cours des 2 jours suivants, mon téléphone n'a cessé de s'allumer. Des appels, des textos, des messages vocaux, et des mises à jour d'amis. Maman était stable. Il faisait des examens. Papa était dans un état pitoyable. La nourriture de l'hôpital était affreuse. Pouvais-je au moins lui parler ? Pouvais-je la rappeler ? Pouvais-je venir ? Absolument tous les messages tournaient autour du même thème, nous avons besoin de toi, maintenant. Nous sommes dépassés. Viens régler le problème. Personne ne m'a demandé comment allait mon fils. Personne ne m'a demandé comment je tenais le coup, après un mois à vivre sur une chaise. Personne n'a mentionné le message que j'avais envoyé, pour demander de l'aide. Personne ne s'est excusé. Puis, elle l'a envoyé. Ce texto, qui a glacé tout ce qu'il restait à l'intérieur de moi, je sais que les choses ont été tendues, mais nous devons nous serrer les coudes maintenant. Nous sommes toujours une famille. Tendue. C'est comme ça qu'elle appelait ça. J'ai repensé à la nuit, où j'ai envoyé ce message depuis Luzin, en les suppliant de venir. À la façon dont maman a répondu, ce n'est pas un bon moment, avant de poster des photos de son dîner. Au fait qu'Amy n'avait même pas daigné répondre. Et maintenant, soudainement, nous étions de nouveau une famille. Parce qu'ils avaient besoin de moi. C'est à cet instant précis, qu'il y a eu un déclic. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même plus ouvert les messages, après ça. À la place, j'ai demandé à l'infirmière, dans combien de temps nous pourrions sortir. Mon fils avait surmonté la partie la plus difficile. Je voulais le ramener à la maison. Pas dans mon ancienne vie. Pas vers cette version de moi, sur laquelle ils avaient l'habitude de se reposer. Mais vers quelque chose de complètement nouveau. Une vie, à laquelle ils n'auraient plus jamais accès. J'ai commencé à repenser à tout ce que j'avais fait pour eux, au fil des années.
Couvrir les dettes de cartes de crédit d'amis. Aider maman et papa à refinancer leurs prêts hypothécaires, alors qu'ils étaient sur le point de perdre la maison. Garder les enfants d'amis, quand elle voulait un week-end pour elle. Conduire pendant 2 heures, pour emmener ma mère à ses rendez-vous, parce qu'elle refusait d'y aller seule. Je me suis souvenu de chaque fois où ils m'ont dit « c'est toi la plus forte ». Tout en siphonnant, silencieusement, la moindre once de force que je possédais. Il était temps qu'ils découvrent à quoi ça ressemblait, quand je cessais de répondre présente. Le lendemain, j'ai supprimé le groupe de discussion. Je ne l'ai pas annoncé. J'ai juste cliqué sur « quitter le groupe » et j'ai posé mon téléphone face contre la table. Ce soir-là, j'ai tout raconté à mes grands-parents. Absolument tout ce qui s'était passé. Pas seulement au cours du dernier mois, mais pendant des années. Le schéma répétitif, la culpabilité, l'épuisement. Ils ont écouté. Puis, mon grand-père a hoché la tête une fois, et m'a dit « Tu n'as pas tort, Cara ». Sur aucun de ces points. Ma grand-mère a ajouté « Ils ont fait leur choix. Maintenant, c'est à toi de faire les tiens. » Et c'est ce que j'ai fait. Mais ce qui a suivi, ils ne l'ont jamais vu venir. Ni amis, ni mes parents, ni même Chris. Car cette fois-ci, je ne faisais pas que m'en aller. J'emportais avec moi tout ce sur quoi ils pensaient encore avoir le contrôle. Quitter l'hôpital m'a paru surréaliste. Mon fils, emmitouflé dans une douce couverture bleue, dormait dans son siège, juste à côté de moi. Nous sommes sortis de l'usin. Nous sommes passés devant les infirmières, qui étaient devenues ma seule véritable bouée de sauvetage. Nous avons traversé ces couloirs, qui avaient renfermé toutes les émotions, que j'avais enfouies pendant 5 semaines. Je n'ai pas regardé en arrière. Nous sommes rentrés directement à la maison. Pas d'arrêt, pas d'annonce, pas de discussion de groupe. Le silence de ma famille m'a semblé étrange au début. Comme si j'attendais une tempête, qui n'arrivait jamais. Ami n'a pas rappelé. Mes parents non plus. J'ai vu qu'ils s'étaient rajoutés entre eux, dans une nouvelle version du groupe de discussion. Je n'y avais pas été réinvité. Et ça m'allait très bien. J'avais un nouveau-né, une pile de factures médicales, et un appartement qui me semblait inconnu, après avoir vécu à l'hôpital pendant si longtemps. J'avais des choses bien plus importantes à faire, que de courir après des gens, qui ne savaient que prendre. Chris a essayé de m'en parler une fois. Il a marmonné un truc du genre, il reste quand même ta famille. Je n'ai pas cherché à débattre. Je lui ai juste demandé, ce qu'il pensait qu'ils étaient pour moi, quand je suppliais qu'on m'aide, et que personne ne s'est pointé. Il n'a pas su quoi répondre. Une semaine après notre retour, le premier des prélèvements automatiques est passé sur mon compte. Ce que je couvrais, depuis des années, sans qu'on me le demande. Le prêt automobile d'amis. Les factures d'eau et d'électricité de mes parents. Un par un, j'ai commencé à les désactiver. Sans aucun avertissement, j'ai simplement annulé les virements. 2 jours plus tard, Ami m'a envoyé un texto, et « Je crois qu'il y a un souci avec la banque. Mon paiement n'est pas passé. » Je n'ai pas répondu. Quelques heures après, un autre message, « As-tu annulé le virement ? Je vais me taper des pénalités de retard. » Cara, je croyais qu'on allait en parler. Parler de quoi ? J'avais envoyé un seul message depuis l'usin, pour leur demander de venir. Ils n'avaient même pas pris la peine, de faire semblant de s'en soucier. J'ai supprimé son message, et j'ai bloqué le numéro. Le lendemain, j'ai reçu un message vocal de mon père. Je n'avais pas entendu sa voix, depuis des semaines. Il n'a rien dit à propos de mon fils. Il n'a pas demandé comment nous allions. Il s'est juste lancé dans une explication interminable. Sur la difficulté des choses, depuis que maman était rentrée de l'hôpital. Sur le fait que l'argent se faisait rare. Qu'il savait que j'avais traversé des trucs, mais que la famille devait rester soudée. Je l'ai bloqué, lui aussi. Chris a observé toute cette scène se dérouler, avec une sorte de confusion silencieuse. Il ne comprenait pas, du moins pas totalement, mais il a arrêté de poser des questions. Je crois qu'il a perçu, quelque chose en moi, qui lui a fait un peu peur. Je n'étais pas émotive. Je n'étais pas en colère. J'avais tiré un trait définitif, et il le savait. Puis, il s'est passé quelque chose, qui a rendu les choses encore plus claires. Mes grands-parents m'ont invité à dîner.
Ils avaient remarqué le silence, la distance. Ils ne m'ont jamais demandé de m'expliquer, mais ce soir-là, après le dîner, mon grand-père m'a tendu une liasse de documents. Il avait discrètement révisé leur testament, sans en parler à personne. Il m'a dit, nous avons bien vu, qui est là pour toi, et qui ne l'est pas. Nous ne léguerons rien, à des gens qui ont traité notre petite fille comme une étrangère. Il m'a fallu un instant, pour comprendre ce qu'il voulait dire. Il n'était pas simplement en train d'exclure mes parents et amis, d'un futur héritage. Il transférait, dès à présent, des actifs à mon nom. Des biens immobiliers, des économies, des comptes en fiducie. Tout ce qu'ils avaient, autrefois, promis de diviser. Ma grand-mère m'a regardé, et a ajouté, nous ne serons pas là éternellement, Cara. Et nous voulons être sûrs, que les personnes qui ne méritent pas ton amour, ne finissent pas par se servir de toi. Ils avaient tout vu. Ils avaient toujours tout vu. Et maintenant, ces gens qui pensaient pouvoir puiser en moi pour toujours, allaient bientôt découvrir ce que ça fait, de sentir le sol se dérober sous ses pieds. La première réaction est venue d'amis. Et ce n'était pas celle que j'attendais. Un matin, j'ai reçu un colis. Pas d'adresse d'expédition, juste mon nom écrit à la main. L'encre était un peu bavée. À l'intérieur, il y avait un mot d'une demi-page, et une photo encadrée de nous quatre. Maman, papa, amis et moi, des années en arrière, lors de vacances au bord d'un lac, dont je me souvenais à peine. Le mot disait, je ne sais pas ce qui t'a pris, mais j'espère que tu vas vite retrouver tes esprits. Rien de tout cela n'est normal. C'était tout. Pas d'excuses, aucune mention de mon fils. Aucune reconnaissance de ce qu'elle avait, ou n'avait pas fait. Juste une tentative passive-agressive, de me faire passer pour le problème. Je n'ai pas répondu, mais ça a bousculé quelque chose en moi. Pas de la culpabilité, juste de la clarté. Il ne me voyait pas comme une personne. J'étais un service, un système. Et maintenant que le système était hors ligne, ils ne savaient plus comment agir. Ce qu'ils ignoraient également, c'est que je ne coupais pas seulement le soutien financier. Je tranchais chaque fil, sur lequel ils pensaient pouvoir tirer. Y compris ceux, dont ils ignoraient que j'en tenais le bout. Une semaine plus tard, j'ai rencontré l'avocat de mes grands-parents, pour finaliser les transferts d'actifs. Ce même jour, une chose étrange s'est produite. Chris n'est pas rentré à la maison. J'ai attendu. J'ai envoyé un texto, je l'ai appelé une fois. Rien. Vers minuit, il m'a envoyé un message disant qu'il dormait chez des amis. Qu'il avait besoin d'espace. Je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas. Pas de réponse. Au matin, j'ai fini par comprendre. Mes parents l'avaient contacté. Je ne sais pas comment, peut-être par l'intermédiaire de sa sœur, ou peut-être directement. Mais il l'avait fait. Et au lieu de les ignorer, il les avait écoutés. Il est revenu 2 jours plus tard, agissant de manière étrangement calme, comme si de rien n'était. Il s'est assis sur le canapé, et m'a dit qu'il pensait, que nous devions parler. Je sais que ça va te contrarier, a-t-il commencé, mais je pense que tu es un peu extrême. Ça reste ta famille. Je l'ai juste dévisagé. Il a continué, m'expliquant qu'il avait parlé à ma mère. Elle avait honte, apparemment. Elle ne savait pas comment arranger les choses. Il m'a dit qu'Amy se sentait attaquée, qu'ils essayaient juste de renouer le contact. C'est là que j'ai réalisé, il l'avait atteint lui, parce qu'il ne pouvait plus m'atteindre moi. Chris a dit qu'il voulait que nous pensions à notre fils. Au fait de grandir sans grands-parents, sans cousins, sans la famille qu'il méritait. Il m'a assuré que le pardon était une force, que j'étais peut-être allé trop loin. Je n'ai pas cherché à discuter. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste posé une question, ont-ils, à un seul moment, demandé comment allait notre fils? Il a cligné des yeux, a réfléchi, puis a répondu lentement, non. Et c'était bien suffisant. Plus tard dans la soirée, quand il est parti se doucher, j'ai ouvert notre compte bancaire commun, et j'en ai bloqué l'accès. J'ai déplacé ce qui m'appartenait. Il gardait toujours ses propres comptes. Je ne l'ai pas volé. Mais je n'allais certainement pas attendre que la manipulation ne prenne racine. Chris n'était pas cruel, il était juste faible. Et les personnes faibles font de dangereux alliés, quand on essaie de protéger quelque chose de précieux. 2 jours plus tard, il est reparti.
Cette fois, je ne lui ai pas demandé où il allait. Mais un événement encore plus inattendu s'est produit le week-end suivant. J'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé sonner. Puis ça a sonné, encore et encore. J'ai décroché, prêt à raccrocher illico. Mais la voix à l'autre bout du fil m'a stoppé. C'était une femme que je ne connaissais pas. Elle s'appelait Léa. Elle m'a expliqué qu'elle travaillait auparavant pour mon père. Puis, après une pause, elle a lâché « Je crois que tu devrais savoir quelque chose. Il raconte à tout le monde qu'il te poursuit en justice. » Au début, j'ai cru à un coup de bluff. Mon père, me menaçant d'un procès pourquoi? Pour distance émotionnelle? Mais Léa, son ancienne employée, m'en a dit davantage. Il raconte aux gens que tu as manipulé tes grands-parents. Elle a ajouté, il dit que tu les as montés contre lui. Qu'ils ont été contraints de modifier leur testament. Je ne savais même pas si je devais en rire ou me sentir insulté. Mon grand-père gérait leur patrimoine, bien avant ma naissance. Personne ne l'avait forcé. Et même si je l'avais voulu, il n'y avait aucune version de la réalité, où je pouvais dicter à cet homme ce qu'il devait faire de son argent. J'ai remercié Léa de m'avoir prévenu. Elle m'a confié qu'elle avait démissionné 6 mois plus tôt, parce qu'elle ne supportait plus à quel point il devenait manipulateur. Nous avons raccroché, et je suis restée assise là, un long moment. Pas blessée, pas effrayée. Juste fatiguée. Puis, j'ai pris 2 décisions. D'abord, j'ai appelé mon grand-père, pour tout lui raconter. Ensuite, j'ai coupé le tout dernier fil. Jusqu'à ce jour, il restait une façon discrète par laquelle j'aidais mes parents. Un prêt privé, que j'avais co-signé 3 ans plus tôt, pour aider leur entreprise à garder la tête hors de l'eau. Un prêt à faible taux d'intérêt, avec des conditions flexibles, qu'ils n'avaient jamais intégralement remboursées. J'avais le pouvoir de le restructurer, ou de le geler. Mais je ne l'avais jamais fait. Par culpabilité, ou par un vieux sens du devoir, complètement brisé. Ce jour-là même, j'ai contacté la banque, et j'ai officiellement retiré mon nom de toute obligation de co-signature. Il serait désormais entièrement responsable des remboursements, chaque mois. Sans aucun filet de sécurité. J'ai également averti le responsable des prêts de la situation, et j'ai soumis des documents, prouvant qu'il y avait eu de fausses déclarations de leur part. Cela a déclenché une réévaluation du dossier. En moins de 2 semaines, le compte de l'entreprise a été gelé pour examen, et tout a basculé. Ami a rappelé, depuis un autre numéro. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal en pleurant. Pas des pleurs discrets, non. Des sanglots paniqués, haletants. Elle disait que je déchirais la famille. Que maman s'était effondrée, après avoir reçu des nouvelles de la banque. Que papa était dévasté, et se sentait trahi. Puis, elle a ajouté la phrase qui a tout scellé, « Si tu fais ça, nous n'aurons plus rien. » Est-ce que tu es vraiment d'accord avec ça? J'ai supprimé le message vocal. 3 jours plus tard, j'ai reçu un email de leur avocat. Il était bref, une seule ligne, cette affaire est considérée comme close, aucune autre mesure ne sera prise. Je suppose qu'une fois qu'ils ont vu que le testament tiendrait la route. Une fois qu'ils ont compris que l'héritage s'était envolé. Que les protections de prêt n'existaient plus, que leur entreprise s'effondrait. Ils ont su qu'ils n'avaient aucun dossier, aucun moyen de pression. Plus rien. Ils ne voulaient pas de moi. Ils voulaient simplement ce que j'avais à leur offrir. Chris a essayé de revenir une fois. Il a dit qu'il avait fait une erreur, qu'il ne s'était pas rendu compte à quel point c'était grave. Qu'il voulait être là, pour moi et pour notre fils. Mais quand je lui ai dicté les nouvelles conditions. Un engagement total, aucun contact avec ma famille dans mon dos, une transparence absolue. Il a hésité. Je lui ai dit de prendre cette hésitation, et de l'emballer avec le reste de ses affaires. À ce moment-là, mon fils apprenait à sourire. Il n'avait aucune idée, à quel point il avait failli grandir, dans un cycle de guerre émotionnelle silencieuse. Lui, il savait juste qu'il était aimé. Qu'il était en sécurité. Et que sa mère, fatiguée ou pas, le choisissait en premier. Un soir, je me suis retrouvé avec mes grands-parents dans leur jardin. Quelque chose de calme, de simple, sans aucun drame. Nous avons parlé de la paix.
du fait que le silence peut être bruyant, quand on s'éloigne enfin des gens, qui ne font semblant de vous aimer, que lorsque ça les arrange. Ma famille n'a pas seulement perdu de l'argent. Ils ont perdu la personne, qui faisait tourner leur vie. Et cette fois, ils ne pourraient plus la récupérer. J'avais toujours pensé, que la paix ressemblerait à un moment dramatique. Une percée triomphale, peut-être un coucher de soleil parfait, ou un dernier mot hurlé à travers une pièce. Mais ce n'est pas ainsi que ça s'est passé. C'est venu lentement, tout doucement. Ça ressemblait beaucoup à de la routine. Ça sonnait, simplement comme une respiration. C'était la sensation de me réveiller à côté de mon fils. Sa petite main, posée sur ma clavicule. Son souffle, chaud et régulier. Cette fois, il n'y avait pas de machine, pas de fil. Juste un berceau à côté de mon lit, et ce genre de silence, qui ne semble pas vide. Ce genre de silence, qui signifie que rien n'est sur le point de s'effondrer. C'est ça, la paix. Mais elle a eu un coût. Et j'en ai payé chaque centime, sans l'ombre d'un regret. Quand j'ai ignoré la lettre de ma mère, elle a réessayé. Cette fois-ci, par l'intermédiaire d'une connaissance commune. Quelqu'un de l'église, à qui je parlais à peine. Elle l'a chargé de me dire que maman n'allait pas bien. Qu'il s'inquiétait pour moi. Que la famille se sentait rejetée, et qu'elle manquait de respect. Je n'ai pas répondu. La dernière fois que je les avais appelés à l'aide, je dormais sur une chaise en plastique, pendant que mon fils s'accrochait à la vie. Cette porte s'était refermée pour de bon. Amie s'est tue, elle aussi. Je savais pourquoi. Sans moi, elle avait perdu son filet de sécurité. Le prêt que j'avais cosigné, était passé en mode recouvrement total. Ça a durement frappé sa cote de crédit. Elle avait passé des années, à construire sa vie sur une certitude, peu importe ce qu'elle ferait, je serais toujours là quand les conséquences tomberaient. Elle était en plein apprentissage, à présent. Quant à mon père, après que l'avocat ait abandonné l'affaire, j'ai cru que j'aurais de ses nouvelles. Un appel, une lettre, ou quelque chose pour réaffirmer son contrôle. À la place, j'ai eu des nouvelles de la banque. Son entreprise avait officiellement fait défaut sur le prêt. Il a essayé de me rejeter la faute, en prétendant que je l'avais saboté. Mais les documents ne mentent pas. Les signatures ne disparaissent pas. Leur monde a commencé à se fissurer, sans moi dedans. Mais le mien. Le mien a commencé à se reconstruire. J'y voyais enfin clair, dans mes propres finances. Organisé, propre. Libéré des virements secrets, et de la culpabilité silencieuse. J'ai déménagé dans un appartement un peu plus grand, avec une plus belle lumière. Et une deuxième chambre, que j'ai transformée en chambre d'enfant. Ce n'est pas luxueux, mais c'est chez moi. Chaque lampe, chaque cadre photo, chaque couverture, a été choisi parce que je l'aimais. Pas parce que c'était de la récupération. Pas parce que c'était gratuit. Et pas parce que quelqu'un d'autre m'avait dit, que j'en avais besoin. Mes grands-parents m'ont aidé là où ils le pouvaient. Pas avec de l'argent. Mais avec du temps, de l'amour, et de la stabilité. Ils ne m'ont pas une seule fois, mis la pression pour me réconcilier. En fait, mon grand-père m'a dit quelque chose un soir, qui m'est resté en tête. Il m'a dit, parfois, couper les ponts avec quelqu'un, ce n'est pas un acte de colère. C'est un acte de respect de soi-même. J'y pense très souvent. Chris a déménagé pour de bon. La séparation s'est faite proprement, sans effusion d'émotion. Il ne s'est battu sur aucun point. Je crois qu'il savait, qu'au fond, il n'avait jamais vraiment fait partie du combat, depuis le début. Nous ne nous détestions pas. Nous avons juste, mis un terme à notre histoire. Certaines fins sont comme ça. De lente combustion, qui ne laisse aucune flamme derrière elle. Maintenant, c'est juste moi et mon fils. Et je n'ai pas peur. Nous nous réveillons tôt. Il sourit, dès qu'il me voit. Je lui lis des histoires, dans des livres que j'ai choisis un par un. Il grandit vite. Il est curieux, et fort, essayant déjà de se hisser sur ses jambes, quand je l'allonge sur mes genoux. Il y a encore un long chemin à parcourir. Être mère célibataire n'est pas chose facile. Mais chaque décision que je prends aujourd'hui, je la prends sans craindre, de décevoir qui que ce soit. Je l'élève pour qu'il connaisse un amour, qui n'est pas transactionnel. Un soutien,
qui ne cache aucune condition. Une famille, qui rime avec présence, et non avec pression. Il y a quelques petites choses, que je n'ai pas encore partagées. Des détails sur un autre événement, survenu récemment. Quelque chose de mineur, mais tout à fait inattendu. Quelque chose, auquel je repense encore, en silence. Je ne suis pas prête à en parler pour le moment. Je ferai peut-être une mise à jour plus tard. Mais pour l'instant, je vous laisse avec ceci, je vais bien. Non, je vais même plus que bien. Je suis libre, pour la première fois de ma vie d'adulte. Pas parce que quelqu'un m'en a donné l'autorisation. Mais parce que j'ai arrêté de la demander. Et je n'ai jamais été aussi sûr, de ce que je mérite. La mise à jour. Je ne prévoyais pas d'écrire à nouveau. Je pensais honnêtement, que la dernière partie serait la bonne. Le chapitre final, le livre refermé. La vie était devenue simple, de la plus belle des manières. Aucun drame, aucun chaos. Plus personne, pour me vider de mon énergie. Juste des matins paisibles, les doux rires de mon bébé. Et un rythme régulier, que je ne me savais pas capable de créer. Mais parfois, la paix charrie avec elle, de bien étranges échos. Tout a commencé avec une petite enveloppe. Sans adresse d'expédition. Mais mon nom y était inscrit avec soin, de manière très claire, sans précipitation. Celui ou celle qui l'avait envoyé, me connaissait assez bien, pour écrire mon nom sans faute. Un détail qui a retenu mon attention, plus qu'il n'aurait dû. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule photographie. C'était moi et mon fils, assis sur le bord d'un muret en briques, près de l'étang du parc. Il était blotti contre moi. Nous regardions tous les deux l'eau, où des canards s'étaient rassemblés. Je tenais une pomme à moitié mangée, et sa chaussette était à moitié retirée, comme d'habitude. Ce n'était pas une pose. Ce n'était pas forcément flatteur, mais c'était vrai. Au dos de la photo, tracé avec une petite écriture, figuraient 4 mots, « Tu sembles enfin libre ». Ni signature, ni date. Pendant un instant, j'ai ressenti ce vieux frisson. Ce sentiment d'être observé, de voir mes limites être discrètement testées. Mais ensuite, j'ai regardé la photo à nouveau, et j'ai ressenti tout autre chose. La personne qui avait envoyé cela, n'essayait pas d'envahir ma vie. Elle la reconnaissait, tout simplement. Je ne sais pas si c'était ami. Ou peut-être quelqu'un de mon passé, qui fut un jour, plus proche qu'il n'aurait dû l'être. Peu importe. Ce qui compte, c'est que même de loin, quelqu'un ait pu percevoir la différence. Car une différence, il y en a bel et bien une. Ma vie n'est pas parfaite, loin de là. Il y a encore des jours difficiles, surtout en tant que mère célibataire. Des nuits où je reste éveillé, à boucler mon budget jusqu'au dernier centime. Des matins où je dépose mon fils à la garderie, en tournant avec seulement 3 heures de sommeil. Mais cette vie, c'est la mienne. Entièrement. Il n'y a plus de faux semblants. Plus besoin de me plier en 4, pour correspondre à la vision de la famille de quelqu'un d'autre. Plus de culpabilité à dire non. Plus d'amertume, quand le téléphone ne sonne pas. J'ai appris à construire une vie, autour des personnes qui répondent présentes. Et non de celles, qui ne se souviennent de moi, que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Mes grands-parents sont toujours mon point d'ancrage. Mon fils grandit vite, plus vite que je ne le voudrais. Il a commencé à prononcer des mots maintenant. De tout petits mots. L'un des premiers a été maison. Je crois que ça résume tout. Et à vous tous qui avez suivi cela. Qui avez lu chaque partie, qui avez envoyé des messages, qui m'avez soutenu, même en silence. Merci, sincèrement, plus que je ne saurais le dire. Je ne m'attendais pas, à ce que cette histoire résonne d'une telle manière. Je n'aurais jamais cru, que des inconnus puissent se soucier, d'une femme épuisée sur une chaise d'hôpital en plastique, murmurant à l'oreille d'un bébé dans une couveuse. Mais vous l'avez fait, et ça a beaucoup compté. Ce genre de soutien, je n'ai pas grandi avec. Mais je l'ai trouvé ici. Je ne sais pas si je publierai à nouveau. Peut-être un jour, quand les choses évolueront, ou quand j'aurai plus de choses à partager. Mais pour l'instant, je suis sereine à l'idée de tourner la page ici. Pas parce que l'histoire est terminée. Mais parce qu'enfin, je vis la partie de ma vie, que je ne pensais jamais atteindre. La partie calme, honnête, et libre.
Merci d'avoir cheminé à mes côtés.